Salut, bienvenue dans cette série de vidéos où je vais te résumer les œuvres de cette année, donc n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Bref, on le sait, lire de la littérature en prépa scientifique, c'est pas toujours évident. Eh bien, bonne nouvelle, cette année tu as 2 pièces de théâtre pour le prix d'une. Merci Aristophane. Ne perdons pas plus de temps et commençons par Les Cavaliers. Cette comédie présente beaucoup de références historiques, ce qui peut rendre la lecture assez difficile. Heureusement, je vais t'aider à clarifier tout ça. Faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples parce que vous êtes trop. Les Cavaliers est une satire de la vie politique et sociale de l'Athènes classique. Ok, on commence par une définition. Une satire est une critique moqueuse. Autrement dit, Aristophane critique les politiques en se moquant d'eux. Cela veut dire qu'il s'inspirait de l'actualité pour écrire ses comédies. Voici donc le minimum historique à savoir pour bien comprendre la pièce. Nous voilà dans la Grèce antique, et plus particulièrement pendant la première partie de la guerre du Péloponnèse qui oppose Athènes et Sparte. Bien entendu, ils ne sont pas seuls à se taper dessus. Périclès, le chef d'Athènes, fonde la Ligue de Délos, qui s'opposera à la Ligue du Péloponnèse. En moins 429, Périclès meurt. Nicias et Cléon se disputent donc la succession. Plusieurs batailles passent, jusqu'à arriver à la bataille de Pylos en moins 425, orchestrée par Démosthène, un général et stratège athénien. Sparte n'était pas content que les Athéniens prennent Pylos, ils ont donc encerclé la ville. Ils se sont dit que grâce à l'île qui bloque le passage, la flotte athénienne aura du mal à s'en sortir. Car oui, les Athéniens sont redoutés sur la mer. Pas de chance, les Athéniens résistent bien aux attaques de la ville et leur flotte anéantit les navires spartiates malgré l'étroitesse de la baie. Finalement, il reste des troupes isolées comme des cons sur Sphactérie. Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ah bon? L'île qui était censée empêcher la flotte athénienne de gagner. Sparte demande une trêve pour ravitailler ses troupes sur l'île, mais Cléon fait échouer les négociations. Il va même critiquer Nicias, son rival politique, pour son incapacité et sa lenteur dans la prise de décision. Nicias propose donc de se mettre à l'écart et de laisser le champ libre à Cléon. Pour ne pas perdre la face, Cléon rejoint Démosthène avec des troupes légères pour capturer les Spartiates, et comme si ce n'était pas suffisant, il se vante de pouvoir accomplir cette tâche en 20 jours seulement. Et le plus étonnant, c'est qu'il y parvient, ce qui propulse sa popularité auprès du peuple athénien. Mais pas auprès de tout le monde. Certains ont conscience qu'il s'attribue tous les mérites alors que le général Démosthène a lui aussi joué un rôle important dans toute cette histoire. Aristophane va se servir de cette actualité toute fraîche pour écrire Les Cavaliers en moins 424. Il met en scène Cléon, Nicias et Démosthène. Bien évidemment, les noms sont remplacés dans la pièce, mais certains éléments nous permettent de les reconnaître. Il se moque de Cléon pour dénoncer sa démagogie, et les démagogues en général. Un démagogue, c'est un dirigeant qui est devenu populaire car il sait bien parler au peuple. En gros, un démagogue dit ce que les gens ont envie d'entendre pour s'attirer leur faveur, et leur vote au passage. Maintenant qu'on a vu les bases, on peut passer au résumé chrono. Attention, les illustrations que je vais utiliser dans ce résumé permettent uniquement d'améliorer la compréhension. En plus de ça, j'intervertis le nom des personnages et les noms réels de manière totalement aléatoire. Bien entendu, Nicias, Cléon et Démosthène ne jouent pas réellement dans Les Cavaliers. Dans cette pièce, Démosthène, Nicias et Cléon sont les serviteurs de Démos, un vieillard qui illustre le peuple. Les deux premiers sont maltraités par Démos, et cela à cause de Cléon qui a gagné sa confiance. Avec des textes divinatoires qui prédisent l'avenir, ils apprennent que Cléon va se faire remplacer par un marchand de boudin. Immédiatement, un marchand de boudin fait son apparition. Démosthène va le convaincre de faire face à Cléon. Les cavaliers vont faire leur apparition pour aider le marchand, car eux-mêmes n'aiment pas Cléon. Le reste de la pièce sera une succession d'affrontements entre les deux hommes. Dans l'ordre, le jeu de celui qui offensera le plus son adversaire, des accusations devant le conseil d'Athènes, où on ne voit pas vraiment la scène et les faits sont rapportés par le charcutier, une séance de flatterie pour déterminer celui qui aime le plus Démos, la lecture de prédictions pour encore flatter Démos, un duel de nourriture pour celui qui amènera les meilleurs plats. Le charcutier va gagner tous les affrontements. Pour essayer de sauver sa place, Cléon va lire un texte divinatoire qui décrit son successeur. Le charcutier correspond totalement à la description. Il prend donc sa place. Vaincu, Cléon est condamné à vendre du boudin seul aux portes de la ville. Ok, maintenant on peut aller plus dans les détails. La scène représente un coin de marché près d'une maison. 2 esclaves sortent de la maison et arrivent sur scène. Le premier serviteur montre qu'il a mal et maudit un certain Paphlagonien, car c'est à cause de lui que leur maître leur donne des coups. Le second serviteur approuve. Démosthène explique que leur maître est un vieux monsieur qui s'appelle Démos. Démos a récemment fait l'acquisition d'un esclave tanneur, un Paphlagonien, c'est-à-dire une personne qui vient de Paphlagonie. Il le décrit comme fourbe, car il s'approprie le travail des autres pour séduire Démos. Par exemple, à Pylos, le Paphlagonien lui a volé son pain pour l'offrir lui-même à Démos.
Pour se consoler, le premier serviteur demande au second d'aller chercher du vin. Ils rentrent donc dans la maison pour dérober du vin à leur maître, et revient aussitôt pour boire. Démosthène a une nouvelle idée. Il renvoie Nicias dans la maison pour voler les oracles de Cléon alors qu'il est en train de dormir. Dans notre cas, un oracle est un texte dans lequel il y a des prédictions faites par les dieux. Nicias lui rapporte les oracles, et en les lisant, il découvre que Cléon va se faire remplacer par un marchand de boudin. Comme de par hasard, un marchand de boudin entre sur scène. Nicias rentre dans la maison pour surveiller le Paphlagonien. Démosthène s'empresse de lui raconter sa destinée et de lui annoncer qu'il est le futur maître d'Athènes. Bon, le charcutier n'est pas bien convaincu, mais Démosthène lui dit qu'il suffit de faire du boudin pour gouverner le peuple. Attends, mais il se fout ouvertement des spectateurs et du peuple là. En plus, il le rassure en lui disant qu'il aura les cavaliers de son côté pour tenir tête à Cléon. Nicias, alors qu'il est à l'intérieur, les prévient que Cléon arrive. Le Paphlagonien sort de la maison et arrive sur scène en les accusant de trahison. Tu es un traître, comme ta petite taille le laissait deviner. Le premier serviteur dit au charcutier de le confronter, et il appelle les cavaliers en renfort. Les cavaliers qui forment le chœur de la pièce entrent sur scène, et le coryphée leur ordonne de frapper Cléon. Dans le théâtre antique, le chœur est un ensemble d'acteurs, et le coryphée est le chef du chœur. Le coryphée l'accuse de manipuler le système politique à des fins personnelles, ce qui révolte le charcutier. Cléon et le charcutier vont commencer à s'insulter. Le coryphée propose même de départager les deux hommes en déclarant vainqueur celui qui sera le plus injurieux. Les vulgarités et les menaces fusent, puis le charcutier et Démosthène vont le ruer de coups jusqu'à ce que le coryphée donne la victoire au charcutier. Cléon se relève et décide de se rendre au conseil pour les dénoncer. Le conseil, qui est aussi appelé la boulée, est un ensemble de citoyens chargés du pouvoir exécutif. Ils sont appelés les bouleutes. Il est très rapidement suivi par le charcutier car Démosthène lui a ordonné de s'y rendre pour se défendre. Démosthène sort. L'action de la pièce se met en pause et le chœur s'approche des spectateurs pour que le coryphée s'adresse directement à eux. Il dit que notre poète Aristophane s'est démené pour dire la vérité dans cette pièce, donc il invite le public à applaudir en son honneur. Attends, mais le mec se jette des fleurs lui-même dans sa propre pièce ? Eh ben ouais, c'est ce qui s'appelle une parabase, et où l'auteur fait connaître ses intentions aux spectateurs à travers les paroles du coryphée. Ah d'accord. Cher viewer, notre réalisateur a été méthodique et a concocté cette vidéo avec amour dans le but de te faciliter la tâche dans la lecture des œuvres. La meilleure façon de le remercier, c'est de laisser un tout petit minuscule pouce bleu et il t'en sera éternellement reconnaissant. C'est vrai que c'est agréable. La parabase continue. Une moitié du chœur rend hommage aux anciens qui se sont battus pour Athènes, et la seconde moitié rappelle les victoires athéniennes et font l'éloge des chevaux qui ont participé à une expédition contre Corinthe. Petit point historique. Cette expédition a été dirigée par Nicias, et les cavaliers ont permis de remporter la victoire. Les chevaux ont été embarqués sur des bateaux pour arriver jusqu'à Corinthe. Bon, retour à l'intrigue. Le charcutier revient sur scène et raconte sa victoire au conseil. Cléon était en train de porter de fausses accusations sur les cavaliers, jusqu'à ce que le charcutier détourne l'attention des bouleutes en hurlant que les anchois étaient bon marché. Cléon revient furieux et défie le charcutier de régler l'affaire devant Démos. Cléon frappe à sa porte et il sort de sa maison. Ils vont à la Pnyx qui est représentée par un banc. La Pnyx, c'est la colline au centre d'Athènes où l'assemblée des citoyens votait les lois à main levée. Tout d'abord, les deux concurrents vont se lancer dans un duel de flatterie pour déterminer celui qui aime le plus Démos. Le charcutier va enchaîner les accusations. Le Paphlagonien se sert de Démos, il fait durer la guerre pour faciliter la corruption et s'en mettre plein les poches, et s'en fout de la souffrance du peuple. Démos en est convaincu et blâme le Paphlagonien. Avant de laisser la victoire au charcutier, il propose à Démos d'entendre ses oracles. Tous les deux courent chercher leurs oracles et reviennent. Ils lisent et expliquent des passages de leurs oracles. Démos ne comprend pas grand chose aux oracles de Cléon. Et encore une fois, c'est le charcutier qui remporte la victoire. Ils sortent pour se préparer au prochain duel, celui qui rapportera les meilleurs plats. En attendant, Démos dit au chœur qu'il n'est pas idiot et qu'il a conscience de la crapulerie de ceux qui le gouvernent, mais que ça lui va tant qu'il est nourri. En fait, je suis tout au feu. T'es fou ça, monsieur Côte de Porc dévore tout. Nos deux concurrents reviennent sur scène avec tout un tas de plats délicieux. Le charcutier va voler un civet au Paphlagonien, comme ce dernier l'a fait à Pylos. Ce qui va les départager, c'est que le charcutier lui donne tout ce qu'il possède, alors que Cléon, lui, offre le minimum pour se garder plein de bonnes choses à manger. Démos ordonne donc à Cléon de déposer sa couronne pour la donner au charcutier. Mais avant ça, il veut vérifier que le charcutier est bien son successeur. Il consulte donc ses oracles. La description du successeur correspond parfaitement avec celle du marchand. Cléon s'avoue enfin vaincu et laisse sa couronne au charcutier. Démos lui demande son nom. Le charcutier s'appelle Agoracrite, ce qui veut dire littéralement « celui qui gagne à l'agora ».
L'Agora est le centre politique et économique d'Athènes. Tout le monde sort, à part le chœur qui se lance dans une nouvelle parabase pour s'excuser des brutalités de la pièce. Agoracrite sort de la maison et annonce qu'il a rendu Démos plus jeune. Il arrive sur scène avec un masque de jeune homme. Agoracrite fait venir une jeune femme pour l'offrir à Démos. Il s'agit de la Trêve qui a été séquestrée par Cléon. Il va le punir en l'envoyant vendre du boudin à sa place, seul aux portes de la ville. Démos invite Agoracrite au Prytané, un lieu considéré comme le foyer de la cité et où les hauts placés prenaient leur repas. Ils sortent pour laisser place à l'Exodos, une sorte de danse et chant à la fin des comédies. Voilà, maintenant que tu connais l'œuvre dans les grandes lignes, il faut travailler l'analyse. C'est ce qui va te permettre de savoir comment utiliser ces informations pour réussir ta dissertation. Par exemple, il faut faire le lien avec le système démocratique athénien. D'ailleurs, on peut repérer son évolution dans la deuxième œuvre d'Aristophane. Mais d'abord, je te conseille de télécharger la fiche schématique qui va te permettre de bien mémoriser l'histoire. Pour cela, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description. Et je te dis à très vite dans le prochain résumé.